Il y a plus de 250 ans, dans les ruelles sombres du ghetto de Francfort, une famille modeste vivait sous le signe d'un bouclier rouge. Il n'avait ni titre, ni pouvoir. Juste un nom qui allait devenir le plus puissant de l'histoire de la finance, Rothschild. Tout a commencé avec un homme, Meyer Amschel Rothschild. Plus qu'un simple prêteur, il était un visionnaire. Il a compris que le véritable pouvoir ne se trouvait pas sur le champ de bataille, mais dans les coffres forts des nations. Son coup de génie, il a envoyé ses 5 fils, comme 5 flèches, dans les plus grandes capitales d'Europe, Londres, Paris, Vienne, Naples. Ensemble, ils ont tissé une toile d'influence, créant un réseau bancaire qui a surpassé les communications des royaumes. Ils ne se contentaient pas d'observer les guerres, ils les finançaient. Ils ne se contentaient pas d'anticiper le marché, ils le contrôlaient. Et dans l'ombre, ils ont commencé à façonner le destin du monde. Bienvenue sur Faits Créatifs. Dans cette vidéo, nous allons découvrir comment une simple famille a-t-elle pu devenir l'architecte secret des empires. C'est l'histoire que nous allons vous raconter. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et surtout pour soutenir la diffusion de notre chaîne sur YouTube et les autres plateformes. Nous souhaitons atteindre le 1er millier d'abonnés afin de pouvoir avancer et proposer du contenu plus riche. Avez-vous déjà eu le sentiment que les décisions qui façonnent notre monde se prennent loin des regards, dans des salons feutrés et des bureaux aux murs lambrissés? Que les dirigeants que nous voyons sur scène ne sont parfois que les acteurs d'une pièce dont le scénario s'écrit ailleurs, par des mains invisibles? C'est une question qui hante l'histoire. On nous parle des rois, des empereurs, des présidents, mais qui finance leurs guerres? Qui soutient leurs ambitions? Qui leur permet de bâtir leurs empires? Derrière les trônes et les républiques se cache souvent le pouvoir bien plus discret, mais fondamental, de l'argent. Et quand on parle de pouvoir financier, un nom résonne plus fort que tous les autres. Rothschild. Aujourd'hui, mes chers amis, nous allons pousser les portes de l'histoire pour explorer une saga familiale absolument hors du commun. Une épopée qui commence dans la poussière d'un ghetto pour s'achever au sommet des puissances mondiales. Imaginez Francfort-sur-le-Main, au milieu du XVIIIe siècle. Une cité commerçante, bouillonnante, l'un des cœurs financiers du Saint-Empire romain germanique. Mais pour une partie de sa population, la vie était bien différente. Dans la Judengasse, la ruelle des Juifs, les familles vivaient entassées dans des conditions précaires. Un monde clos, un ghetto dont on fermait les portes chaque soir et le dimanche. C'est dans ce contexte difficile, presque asphyxiant, que notre histoire prend racine. Vivait ici un homme du nom d'Amschel Moses Bauer, qui tenait une petite boutique, un modeste comptoir de change où il faisait aussi le commerce de pièces de monnaie anciennes et de médailles. Au-dessus de la porte de sa boutique, Amschel Moses Bauer avait accroché une enseigne. Pas son nom, mais un symbole, un écu rouge, Zum Roten Schild en allemand. Ce simple objet peint en rouge allait donner son nom à l'une des plus puissantes dynasties du monde. De retour à Francfort, Meyer Amschel Rothschild n'est plus le même homme. Fort de son expérience à Hanovre, il transforme la petite boutique familiale en une véritable entreprise, en s'appuyant sur sa connaissance encyclopédique de la numismatique. Sa réputation de connaisseur honnête et fiable grandit rapidement. C'est ainsi qu'il entre en contact avec l'un des hommes les plus riches d'Europe, le prince Guillaume IX de Hesse-Cassel. Ce contact va changer sa vie et celle de sa famille à tout jamais. Mais Meyer Amschel voyait plus loin que sa propre réussite. Il avait une vision dynastique. Il rêvait de bâtir un empire financier qui traverserait les générations. Il épouse Gütle Schnapper en 1770 et ensemble, ils auront 10 enfants, 5 filles et 5 fils. Ce sont ces 5 fils qui deviendront les piliers de son grand projet. Il les forme lui-même, leur inculquant les principes qui ont fait son succès. L'intégrité absolue dans les affaires, la discrétion, le travail acharné et par-dessus tout, l'unité familiale. Le testament de Meyer Amschel n'est pas seulement financier, il est stratégique. Pour saisir l'opportunité des besoins financiers de l'Europe napoléonienne, il met en œuvre son plan magistral, envoyer ses 5 fils aux 4 coins de l'Europe comme 5 flèches tirées d'un même arc. L'aîné, Amschel Meyer, reste à Francfort pour diriger la maison mère. Salomon est envoyé à Vienne, capitale de l'Empire des Habsbourg.
Nathan, le plus audacieux, part pour l'Angleterre. Karl est dépêché à Naples. Enfin, le Benjamin, James, s'installe à Paris. Ce qui rend ce réseau incroyablement puissant, c'est sa structure unique. Les 5 banques Rothschild fonctionnent comme une seule entité, communiquant en permanence, s'échangeant des informations cruciales sur la situation politique, économique et militaire de chaque pays grâce à des courriers privés, plus rapides et plus fiables que les postes officiels. Ils se transmettent des messages codés, souvent en yiddish ou en hébreu, pour garantir la confidentialité. Cette information, obtenue avant tout le monde, devient leur principal atout. Savoir avant les autres si une guerre va éclater ou si un traité de paix va être signé est un avantage inestimable. Parmi tous les exploits financiers des Rothschild, un événement a particulièrement marqué les esprits et forgé leur légende. La bataille de Waterloo, le 18 juin 1815. Cet épisode illustre à la perfection la puissance de leur réseau d'information. À Londres, la bourse est suspendue à l'issue de cette confrontation décisive. L'avenir de l'Europe, et donc la valeur des emprunts d'État britanniques, les consoles, en dépend. Une victoire de Napoléon provoquerait un effondrement du marché. Une victoire de Wellington les ferait s'envoler. Grâce à son réseau de courriers et de pigeons voyageurs, Nathan Rothschild, à Londres, apprend la victoire de Wellington bien avant le gouvernement britannique. Mais au lieu d'acheter massivement, ce qui alerterait la concurrence, il arbore une mine défaite et commence à vendre ses consoles. Les autres opérateurs en déduisent que Rothschild sait que Wellington a perdu. La panique s'empare du marché, tout le monde vend frénétiquement. C'est le moment qu'attendait Nathan. Ses agents rachètent discrètement tout ce qu'ils peuvent trouver à une fraction de la valeur réelle. Après le coup de maître de Waterloo et la fin des guerres napoléoniennes, le pouvoir des Rothschild atteint son apogée. Ils ne sont plus simplement des banquiers habiles, ils sont devenus une puissance politique à part entière. Le 19e siècle sera leur siècle. Les nations européennes, épuisées par des décennies de conflits, doivent se reconstruire. Ils deviennent les créanciers incontournables des gouvernements, les banquiers des rois. Leur influence est telle qu'aucune guerre ne peut se faire en Europe sans leur consentement. Leur pouvoir ne se limite pas aux prêts souverains. Ils investissent massivement dans la révolution industrielle qui transforme le continent. Financement des premiers grands réseaux de chemins de fer en France, en Autriche, en Belgique, investissement dans les mines, la sidérurgie, création de la société Le Nickel en Nouvelle-Calédonie. Cette position unique leur vaut le surnom de 6e grande puissance de l'Europe. Ils sont reçus par les rois et les ministres. Leurs conseils sont écoutés avec la plus grande attention. Les frères sont anoblis par l'empereur d'Autriche et reçoivent le titre de baron. Une telle concentration de pouvoir et de richesse ne pouvait manquer de susciter la suspicion, la jalousie et les critiques. Dès le 19e siècle, la famille Rothschild devient la cible de nombreuses attaques, accusée d'être des profiteurs de guerre, de s'enrichir sur le malheur des peuples en finançant tous les belligérants. Des pamphlets, souvent teintés d'un antisémitisme virulent, les caricatures tant marionnettistes, en araignées tissant leur toile financière sur le monde, pour leur seul profit. Ils incarnent pour leurs détracteurs un capitalisme cosmopolite et apatride, dont la seule allégeance va à l'argent, et non à une nation. La controverse sur leur rôle pendant les guerres est particulièrement tenace. Leurs critiques soutiennent qu'en finançant les deux camps d'un conflit, ils avaient tout intérêt à ce que les guerres durent le plus longtemps possible, pour maximiser les besoins d'emprunt et donc leurs profits. Un autre aspect controversé est leur implication dans le projet sioniste. Dès le 19e siècle, le baron Edmond de Rothschild devient l'un des plus grands mécènes du mouvement, finançant des achats de terres en Palestine et y installant les premières colonies juives. L'implication des Rothschild dans la naissance d'Israël est un chapitre majeur de leur histoire au XXe siècle. C'est Lord Lionel Walter Rothschild, zoologiste passionné et interlocuteur du mouvement sioniste auprès du gouvernement britannique, qui reçoit la fameuse déclaration Balfour, le 2 novembre 1917. Le XXe siècle apporte son lot de défis et de tragédies. 2 guerres mondiales, la crise de 1929, la montée du nazisme. En 1938, l'Anschluss anéantit la branche autrichienne, les nazis confisquent tous leurs biens, le baron Louis de Rothschild n'est libéré qu'après le paiement d'une rançon colossale. Le monde a changé. L'âge d'or des banquiers privés finançant les États est révolu. Les gouvernements se tournent vers les banques centrales, le FMI, la Banque mondiale. La famille a dû se réinventer, passant d'un empire centralisé du 19e siècle à des entreprises financières modernes et diversifiées. Au-delà de la finance,
L'héritage Rothschild est visible dans bien d'autres domaines. Des vignobles prestigieux comme Château Lafite et Mouton Rothschild. Le mécénat de musées du Louvre au British Museum. Un patrimoine architectural avec des châteaux et des hôtels particuliers qui témoignent de la splendeur passée. Au terme de ce voyage dans le temps, que faut-il retenir de la saga Rothschild ? Nous avons vu comment, partis de rien, ils ont bâti un empire financier sans précédent grâce à une vision, une stratégie familiale implacable et une maîtrise parfaite de l'information. Leur histoire nous force à nous interroger sur la nature même du pouvoir. Le pouvoir politique, exercé au grand jour, est-il le plus important ? Ou bien le pouvoir économique, plus discret, en est-il le véritable moteur ? L'épopée Rothschild suggère que ces pouvoirs sont intimement liés. C'est une leçon qui reste d'une actualité brûlante dans notre monde contemporain, où les marchés financiers semblent parfois dicter leurs lois aux États souverains et où la dette publique est un enjeu majeur pour l'avenir de nos sociétés. Alors, qui détient réellement le pouvoir aujourd'hui ? Les descendants de grandes dynasties, comme les Rothschild, les géants de la tech de la Silicon Valley, les fonds d'investissement qui gèrent des milliers de milliards, ou le pouvoir est-il devenu plus diffus, éclaté, plus insaisissable que jamais ? La question reste ouverte, et l'histoire des Rothschild nous invite à ne jamais cesser de la poser. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette exploration. Si c'est le cas, un petit pouce bleu nous aiderait énormément à continuer à créer du contenu que vous aimez. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis et sur vos réseaux sociaux pour faire grandir notre communauté. Si vous avez envie de poursuivre l'aventure avec nous et de ne rien manquer de nos prochaines explorations, énigmes et découvertes, c'est très simple. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant et surtout, activez la petite cloche des notifications. Comme ça, vous serez les premiers informés de chaque nouvelle vidéo. À très vite pour de nouvelles découvertes passionnantes.